Alia Story, merci de nous retrouver pour parler d'une Alia un peu différente des autres, on va dire. On va surtout parler de ce qui s'est passé après votre Alia, Sarah Tahar. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va vous parler surtout d'un événement important dans votre vie, c'est votre divorce. On vous a déjà eu sur Studio Qualita pour parler des droits des femmes divorcées. C'est quelque chose de très important. C'est une bataille que vous menez pour ces femmes divorcées. Alors, on va parler un peu plus justement de vous, de votre parcours. Alors, c'est un parcours qui commence à Paris. Tout à fait. Paris 14e. 14e. On va dire une famille traditionnelle, juive, parisienne. Complètement. Une famille traditionnelle, traditionnaliste. On est des juifs thunes, on est avec le couscous voilette le vendredi soir, famille unie, heureuse, rien de très particulier, rien qui nous prépare à toutes ces... Une nouvelle vie. Non. Alors, quand même, tu décides à un moment de faire ton alia. Comment tu rencontres Israël ? Alors, en fait, mes parents, du fait qu'ils étaient plutôt pratiquants, avaient choisi de venir en Israël tous les ans, en été, pendant donc les grandes vacances. Et depuis toute petite, on venait à Natania. Moi, je dis toujours que j'ai grandi moitié à Natania et moitié à Paris 14e. Parce que pour moi, c'est vraiment la ville de mon enfance. Et c'est vrai que ça a créé... cet amour que j'ai pour Israël, que j'ai toujours pour Israël. C'était une évidence. Complètement. C'est même pas une question quand tu es venu à dire à tes parents, je veux venir m'installer en Israël. C'était normal, c'était quelque chose... C'était passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire, c'est pas passé comme une lettre à la poste avec mes parents du tout, mais disons que moi, dans mon cœur, c'était clair depuis au moins l'âge de 11 ou 12 ans que c'était là où je ferais ma vie et il n'y aurait aucune autre option. Donc tu commences quand même des études, une licence d'histoire à Paris, mais un jour tu te dis, je vais tenter ma chance. Tout à fait. Tu vas, comme on dit, à la chutzpah un peu. Ouais, voilà. Apparemment, je l'avais déjà. Que tu as sans doute acquéri. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'était en 94. Alors, en juin 94, donc j'étais étudiante à la Sorbonne donc je me destinais vers du journalisme. Et j'ai, sur un coup de tête, l'idée de génie de venir faire un stage en Israël au Jérusalem Post. Je voulais le Jérusalem Post parce que je me suis dit, un truc en anglais, c'est une langue que je maîtrise. En hébreu, c'était quand même un peu encore hésitant. Et donc, vraiment, je fais tout ce qu'il faut faire avec les instruments qu'on avait à l'époque. Ça veut dire, j'écris une lettre, puis après, je renvoie un fax. Et donc, je dis au rédacteur en chef, à l'époque, il s'appelait Jeff Barak, je lui dis dans mon meilleur anglais que je suis étudiante, j'ai 20 ans, etc. Comment tu arrives à le contacter ? J'ai pris le Jérusalem Post et j'ai regardé, complètement, très débrouillarde. Et donc, je le contacte, je lui dis, je serai en Israël cet été pendant un mois, ça me branche de venir dans votre journal. Et il me dit, super, great, venez, il n'y a pas de problème. Et quand j'arrive donc au journal, il me dit, tu sais, ici, on a une édition française. Donc, à l'époque, le rédacteur en chef, c'était donc Richard Darmon. Et il me dit, si tu veux, on te met là-bas, ça va être peut-être plus simple pour toi. Donc, en fait, j'ai eu vraiment la chance d'être dans ce monde, petite entrée, bien sûr, le monde journalistique, bien sûr, de savoir un petit peu comment ça se passait, et puis de vivre tous les moments importants qu'il y avait à l'époque. Quand même, en 1994, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout à cette période-là. Et puis des accords d'Oslo. Des accords d'Oslo, complètement. Et puis aussi, de toucher un tout petit peu le monde francophone d'Israël, qui était quelque chose auquel j'avais jamais pensé, en fait. Ça veut dire, pour moi, dans ma tête, c'était venir en Israël et c'était être israélienne, parler hébreu. D'ailleurs, je n'ai pas parlé français avec mes enfants, non, jamais. C'est dommage, ça veut dire vraiment, je conseille quand même de le faire. Pour moi, c'était vraiment netto l'intégration. Et là, tu décides, après ce stage, de rester en Israël.
Et après ce stage, voilà, alors il y a évidemment toujours un cadre, des circonstances, des histoires qui font que je décide de ne pas rentrer. Et voilà, et puis donc je m'installe en Israël avec toute ma chutzpah et tout mon espoir pour une vie positive et une alia réussie. Tu entreprends des nouvelles études, tu changes un peu de direction, tu te diriges vers l'enseignement? Oui, alors je me suis dirigée vers l'enseignement, mais quand même beaucoup plus tard. D'accord. Ça veut dire, c'est en 2001 que j'ai décidé, j'étais déjà maman de 3 enfants, et je décide d'étudier pour être prof. Donc voilà, je suis institutrice. Alors, tu nous parles d'enfants, donc il y a un mariage auparavant. Ouais. Il y a un mariage auparavant. Vraiment, au moment où je décide de rester en Israël, je rencontre donc celui qui a été mon mari pendant 22 ans. Voilà, la vie commence, quoi. 10 enfants qui naissent. 10 enfants, ouais, qui naissent. Vous habitez quelle région? À Beth Shemesh. À Beth Shemesh, dans une communauté, on va dire, orthodoxe. Alors, effectivement, pendant ma vie maritale, on faisait partie donc d'un monde orthodoxe racide. J'ai eu très souvent, d'ailleurs mon ancien mari était au courant de ça, beaucoup de doutes sur mon appartenance à ce monde-là. Ça veut dire... Est-ce que tu peux préciser c'est quoi chassid? C'est-à-dire que c'est un monde totalement à part C'est totalement à part. C'est un monde qui est plus communautaire, disons. Ouais. Mais c'est vraiment, voilà, il y a des règles très précises. Vous vivez, voilà, dans les règles de la communauté, avec donc des tonnes de critères. Il faut envoyer les enfants que dans les écoles de la communauté. Ça, c'est quand même une forme c'est une certaine fermeture. C'est très lourd. Ouais, quand on est dedans, peut-être pas, mais... Quand on est dedans, moi, il y avait des moments où j'avais quand même beaucoup de doutes sur mon appartenance, même si, encore une fois, comme pour tout, ça a été ma vie et ça a été donc quelque chose qui m'a quand même énormément enrichi. Mais pour autant, oui, j'ai souvent senti que c'était pas ma place. Alors, on va préserver ton intimité de cette époque de mariage. Donc, après 22 ans, vous décidez de vous séparer, divorce, donc. Et tu deviens donc un nouveau statut. Tu passes de femme mariée, mère de 10 enfants, dans cette communauté chassidique, en femme divorcée. Complètement. Alors, c'est quoi ce nouveau statut? Comment il est perçu par la société israélienne? Alors, par la société israélienne, c'est un statut qui préoccupe. Dans la société orthodoxe racide, c'est un statut qui dérange énormément. Ça veut dire que dans une société orthodoxe, la famille, c'est tout. Il faut faire en sorte au maximum à ce que les choses marchent. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, une des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est par exemple de divorcer. On ne peut pas briser cet empire qui est l'empire familial. La souffrance en général qui est la nôtre quand on est dans un mauvais couple et quand donc ça marche pas dans notre vie maritale, effectivement quand on vit dans ce genre de monde, elle est toujours trop relativisée. Ça veut dire que on vous dit tu as eu des personnes qui t'ont dit écoute, tu t'es confié, ou tu dis écoute, ça va pas très bien dans mon couple, je suis pas très heureuse, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit écoute, fais le maximum? Complètement. C'est exactement comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a la souffrance, ça fait partie en général du mauvais penchant, du Yetzer Hara, donc faut pas écouter. Concentre-toi sur les choses positives. C'est vrai que ça a un charme de parler comme ça. D'un autre côté, des fois, la souffrance, elle est tellement grande qu'on ne peut pas ne pas l'écouter. On peut pas rester comme ça. Donc, effectivement, il y a pas tellement de considération de la souffrance comme quelque chose qui est important ou qui est vital.
Bon, c'est un peu mis de côté. Il faut d'autant plus de force pour faire ce pas, pour il décider. faut d'autant plus de force qu'en général, donc les gens vous brossent toujours, le tableau le plus noir et le plus terrible qui existe. Ça veut dire, ça va détruire tes enfants et tu vas être détruite toi-même et c'est pas ce que Hachem veut. Enfin bon, il y a tout un chantage affectif qui fait que en fait votre ressenti, encore une fois, il n'existe pas. Et quand effectivement on arrive... Tu passes en deuxième, même troisième ou quatrième position. Voilà, alors déjà qu'on est dans une situation où quand on est dans un mauvais mariage, on n'est absolument pas en première position, ni en deuxième, on n'est vraiment rien. Donc avec un monde comme ça, si vous voulez, ça aide pas vraiment à avancer. Et il faut trouver, soit il y a des miracles, soit il y a des forces intérieures apparemment qu'on a, parce que... Alors comment toi peut-être tu peux nous dire, ou quel conseil tu donnerais à des femmes ou des hommes d'ailleurs qui sont dans ce cas, qui se posent des questions sur l'avenir de leur couple. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller consulter des spécialistes, des thérapeutes? Alors, je veux dire qu'au-delà de tout ça, je suis une très grande militante du couple juif. Ça veut dire, à mes yeux, et je le dis d'ailleurs souvent à mes copines divorcées, les filles, on n'est pas là pour 20 ans. On n'est pas là comme ça pour 20 ans. Ça veut dire on est dans un statut qui est provisoire. Le but, c'est de se reconstruire et de refaire notre vie. D'accord. Ça veut dire, moi, j'estime qu'effectivement, oui, bien sûr qu'il faut être en couple, bien sûr qu'il faut se marier. Je pense que, du fait du patrimoine juif qu'on a, dans le judaïsme, ça a une telle place et une telle beauté qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, pour répondre à votre question, la chose que j'ai envie de dire, c'est effectivement, s'il y a des gens qui se retrouvent en problème de couple, il faut consulter, il ne faut pas avoir peur de consulter, mais... il faut consulter les bonnes personnes. Donc les bonnes personnes, les bonnes personnes, ça peut pas être vos parents, ça peut pas être votre famille, ça peut pas être la voisine, ça peut pas être la voisine, ça peut pas être le rabbin du quartier, ni même le grand rabbin de la communauté ou le grand rabbin d'Israël. D'accord ? Ça doit être obligatoirement des gens qui sont professionnels. Des gens qui sont comment on reconnaît ces professionnels ? Tout simplement, on ouvre le bottin et on prend la liste ce qu'on appelle les métaplim. Si effectivement on a entendu des recommandations sur des gens en particulier, il faut aller consulter. Oui, c'est de l'argent, oui, c'est du temps, c'est beaucoup briser quelque chose, bouger quelque chose qui est en nous. Mais c'est un acte qu'il faut faire et il est vital. Et je vais vous dire que même si, à la suite de ça, on décide quand même de divorcer, l'équilibre qu'on aura eu au travers de cette thérapie, ça va toujours nous aider par la suite. C'est en fait une étape obligatoire, d'après vous ? À mes yeux, oui. Pour arriver à une décision, que ce soit la décision de rester ensemble ou la décision de divorcer. Encore une fois, le but, ça doit être quand même d'essayer de rester. D'accord, parce que on est quand même tous avec notre patrimoine de Torah, de judaïsme et on n'est pas on a nos valeurs, on n'est pas arrivé à épouser une telle personne pour rien. Il y a ici quand même quelque chose, une certaine providence qui fait qu'il y a un travail à faire avec cette personne-là. Et si c'est possible de sauver son mariage, moi je dis qu'il faut absolument le faire. Ça veut dire être divorcé, si vous voulez, c'est pas non plus le truc extraordinaire dans lequel on a tous envie de rentrer. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un bonheur, il faut qu'il y ait un équilibre dans le couple, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un lien, un regroupement avec son conjoint qui doit être au-delà de toutes les autres choses qui sont le fait qu'on a des enfants, qu'on a une mashkanta ou qu'on a une voiture. Alors, si on arrive à une décision commune de se séparer, de divorcer, d'après vous, comment doit se passer l'après-divorce, le lendemain du divorce, on va dire ? Comment ça se passe ? Ok. Alors, déjà, il faut se faire entourer par des gens qui vont vous amener au divorce de façon légale. Ouais. Parce que le divorce, c'est quand même aussi un truc qui est rédigé par la loi. Donc, il y a des gens qui vont chez des avocats. C'est une façon de faire. On va chez un avocat surtout donc pour rédiger un contrat. Pour rédiger des contrats de divorce, pour expliquer effectivement, statuer tout ce qui se passe avec les biens qu'on a en commun, surtout les enfants quand on en a. Et puis les biens ou les dettes. Les biens, les dettes, oui, c'est la même chose. Mais donc il faut quand même statuer légalement
cet acte. Donc, il y en a qui choisissent des avocats. Personnellement, je conseille plus un médiateur. D'accord. D'abord parce que les médiateurs, ça vous revient bien moins cher que les avocats. Les avocats, c'est beaucoup du business. Les médiateurs sont des gens qui ont énormément de sensibilité, qui ont étudié un peu la Torah comportementale, donc qui savent voir dans chacun des conjoints quel est un peu son point fort, sa demande intérieure. Il y a des fois des choses qu'on n'arrive pas à dire parce qu'on est un peu submergé par des sentiments et on peut être amené à signer tout et n'importe quoi dans un contrat de divorce. Et ça, c'est dommage parce qu'on le paye après. C'est-à-dire un contrat de divorce, c'est quand même c'est pour des années de vie. Et le but, encore une fois, c'est d'assurer à l'un et à l'autre des anciens conjoints une vie d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mélange. Il y a d'un côté toutes les histoires, comme on avait dit, que ce soit quand le père peut voir les enfants, le montant de l'allocation qu'il va verser chaque mois. Et puis, à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'émotions, d'émotionnel. Et donc, il faut faire la part des choses. Et ce que vous nous dites, en fait, c'est que le couple ne peut pas le faire tout seul. En général, non. D'accord ? Ça veut dire, il faut comprendre que dans un divorce, le fait d'arriver dans un divorce avec, on a tous les deux le même accord et le même truc, ça c'est dans les séries. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et ce sentiment-là, donc voilà, encore une fois, on revient dans le sentimental, dans l'émotionnel. Le divorce, c'est une affaire émotionnelle énorme. C'est briser des habitudes, c'est briser des sentiments, c'est arrêter vraiment une période de notre vie, enterrer une période de notre vie. Et puis à côté de ça, donc assurer un avenir. Et encore une fois, on parlait un petit peu du technique. Plus le technique est organisé, et mieux c'est parce que le technique on le vit tout de suite. Ça veut dire on va au bed-in pour prendre son guet, mais 1 heure après il faut aller chercher les enfants, donc il faut quand même savoir qui va aller, où on va mettre les affaires de celui qui va partir de la maison. Il y a tout un truc un peu technique, comme ça, un peu fou, et c'est vrai que plus c'est encadré et mieux c'est. C'est quelque chose on s'attend pas du tout. Ça vous tombe dessus, le divorce. C'est pas notre rêve de petite fille, pas du tout. Je le dis toujours, c'est un tsunami. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si des fois c'est un soulagement parce qu'on a eu soit un mauvais mari, soit un mari qui battait, soit un mari, etc. Oui, bien sûr que c'est une souffrance. C'est une souffrance, mais je pense qu'il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Ça veut dire, c'est vrai que d'un côté, on va ressentir soudain une liberté, un bol d'air, etc., mais on doit passer un processus dans lequel on va enterrer quelque chose. Et ça, il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut faire face à ça. Il ne faut pas avoir peur. Moi, des fois, quand je parle avec des femmes qui sont divorcées, je leur dis, mais tu sais, il ne faut pas avoir honte de dire que c'est difficile, que même des fois, on peut encore penser à son ancien conjoint, qu'on avait des habitudes qu'on n'arrive pas à changer. Ça veut dire qu'il y a un processus, effectivement, et il faut appeler les choses telles qu'elles sont, sans avoir peur. C'est un changement de statut. Il faut l'accepter. Il faut accepter et vivre avec. Et mieux on le vit, je pense, et mieux on va vers une meilleure vie et un meilleur équilibre pour soi-même. Parce que ici, quand même, le but, en général, quand on divorce, enfin, quand on est une femme qui divorce, on est passé, si vous voulez, dans un état où on était effectivement pas comprise, des fois pas aimée, pas appréciée, des fois on n'existait pas. Et là, on se retrouve devant une autre situation. Et ça peut être effectivement plutôt perturbant. Et il faut savoir aussi se conserver. Il faut savoir aussi faire attention à soi. Moi, je dis toujours à ces femmes-là, OK, nos enfants, oui, bien sûr, nos enfants. Maintenant, nos enfants, eux, ils sont dans un processus dans lequel nous, on va être là pour les booster et pour leur faire réussir leur vie.
Mais il y a nous aussi, ça veut dire nous, notre vie à nous, elle est pas terminée. Que ce soit, même si on divorce à 70 ans ou à 25 ans, il y a un après. Il y a une vie après le divorce. Voilà, il y a une vie après le divorce. Mais cet après, il n'est possible que s'il y a un maintenant, un présent qui est géré. Donc pour gérer un présent, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est une souffrance. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il faut être organisé. Oui, j'ai le droit de pleurer, mais oui, j'ai le droit d'être heureuse aussi. Il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste. Complètement. Comme Alors, dans tout. pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous après, après cette épreuve, ce divorce que vous avez vécu il y a à peine un an? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à avoir la pêche, voilà, pour en tout avancer. Cas, vous l'avez déjà, on le voit. Voilà, de continuer, de faire le bien autour de soi et de recevoir du bien. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Sarah, d'être venue nous parler Merci. d'un sujet difficile et aussi très personnel. Et merci d'avoir eu le courage d'en parler avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Studio Kelita. Bye bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.